On aborde donc maintenant le dernier temps de réflexion de cette journée sur Gérosciences. On va le consacrer à la santé mentale avec cette question extrêmement simple. Est-ce que la santé mentale n'est pas la grande oubliée en matière de prévention? Et pour éclairer nos réflexions, vont nous rejoindre Elisabeth Kruczek, qui est médecin gériatre installée à Strasbourg, qu'on peut applaudir, et qui va monter, s'asseoir sur cette chaire. Vous êtes également présidente de la Société de psychogériatrie de langue française. Et merci beaucoup à vous d'être des nôtres aujourd'hui. Cécile Hanon, psychiatre pour adultes et personnes âgées à l'hôpital Corentin-Selton, donc la PHP. Voilà, je vous laisse aller vous installer. Et vous dirigez également la Fédération francilienne des équipes mobiles pour personnes âgées. Le professeur Pierre Vandel, psychiatre également, médecin-chef au CHU du Vaudois en Suisse. Merci d'avoir fait le déplacement pour être des nôtres aujourd'hui. Vous enseignez à l'université de Lausanne et vous avez présidé la Société francophone de psychogériatrie et de psychiatrie de la personne âgée. Et puis enfin, le professeur Gabriel Robert, enseignant, chercheur à Rennes, on peut l'applaudir aussi, praticien au centre hospitalier Guillaume Régnier. Cécile Hanon, depuis ce matin, dans l'ensemble des échanges quasiment que l'on a sur ces tables rondes, on est en train de déconstruire beaucoup de clichés sur les personnes âgées. Non, c'est pas normal qu'une personne de 90 ans ait du mal à se déplacer. Non, c'est pas normal qu'une personne âgée perde du poids, etc., etc. Autre cliché, lorsque l'on pense à la santé mentale des personnes âgées, on va tout de suite penser à des maladies neurodégénératives. On a tout à l'heure encore évoqué la maladie d'Alzheimer, les troubles du comportement, la démence. Et vous êtes au contact, vous et les équipes, tous les jours avec les équipes mobiles, vous êtes appelés pour intervenir et venir diagnostiquer des personnes qui sont en souffrance, qu'elles soient à leur domicile, qu'elles soient dans des EHPAD ou des institutions et qui ont été signalées par l'entourage, les travailleurs sociaux ou autres. Et est-ce que c'est ce que vous allez trouver, des personnes qui ont des troubles de démence, des troubles précoces d'Alzheimer et qui effectivement ont ces maladies qui font peur? Alors merci de cette question. Vous avez quasiment tout dit, donc je ne sais pas si je vais un petit peu développer. Oui, les clichés en termes de santé, enfin de psychiatrie de la personne âgée, je dirais ils sont triples. Le premier cliché, c'est ce que Agathe Reynaud-Simon disait ce matin. Il n'est pas normal de marcher à petits pas. Il n'est pas normal d'être déprimé quand on est âgé. Ça, c'est un des premiers clichés. Il n'est pas normal d'être déprimé quand on est âgé. On en reparlera d'ailleurs. On en reparlera, voilà. Le deuxième cliché, il est lors de la stigmatisation des personnes âgées. Donc, on a parlé d'un peu d'agisme aussi ce matin, je pense. Le fait d'être vieux et d'être déprimé, c'est une double stigmatisation, une double peine. Et le troisième cliché, il est être vieux, déprimé et avoir des troubles neurocognitifs. Aussi, donc là, on est sur la triple peine. D'ailleurs, quand Thomas Rapp disait tout à l'heure, j'ai eu à un moment donné j'ai entendu un mauvais mot, j'ai entendu au lieu de pic de dépense dont il a parlé, j'ai entendu pic de démence. Et je me suis dit, tiens, il y a un pic de démence. Donc il y a effectivement des clichés qui entraînent cette stigmatisation de notre société à l'égard des personnes âgées présentant des troubles mentaux très fortes. Et alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que donc moi je travaille en mobilité, en équipe mobile, donc je vais effectivement je vais vers des personnes, je vais au domicile, je vais en EHPAD, rencontrer des personnes en souffrance psychique. Et effectivement, je dis assez souvent, pour qu'on me comprenne bien, moi, les gens dont je m'occupe, c'est des vieux déprimés, c'est des vieux alcooliques, c'est des vieux psychotiques. Donc on vous appelle d'abord pour des gens qui sont déprimés, qui peuvent avoir des problèmes d'addiction de boisson, et pas pour de l'Alzheimer, de la personne qui perd la tête ou je ne sais quoi. Non, il peut y avoir bien sûr des intrications neurocognitives, on en retrouve, on est justement bien à l'écoute de tout ça, mais ce n'est pas le cœur de la psychiatrie de la personne. Alors si on vous appelle d'abord dans vos équipes mobiles, si on vous signale des personnes qui sont en souffrance, que vous déplacez, que vous voyez que la personne en fait elle est juste, c'est pas la bonne expression, mais elle est juste déprimée, elle n'est pas en Alzheimer ou quoi que ce soit. Quand même, première question, comment ces troubles n'ont pas été, une personne déprimée, ça se voit quand même, comment ce trouble n'est pas repéré par un médecin généraliste ou souvent un spécialiste. Enfin, ce sont des personnes qui souvent sont suivies d'un point de vue médical. Pourquoi est-ce qu'une dépression chez une personne âgée
n'est pas repéré. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est normal, c'est encore dans les clichés qu'on a, Bah oui. c'est normal d'être vieux et déprimé, les vieux sont déprimés. Alors, j'ai vu Elisabeth qui fait comme ça, qui hoche de la tête. Effectivement, ça c'est aussi. Alors, bon, c'est marrant parce que notre personne ce matin parlait de la maladie invisible en parlant de la dénutrition. La dépression est une maladie invisible, complètement invisible. Ça n'est pas marqué sur notre front qu'on est déprimé. Et il est très clair que les premiers qui souffrent de ça, ce sont aussi les soignants finalement qui vont banaliser des propos de tristesse, des propos d'isolement et voire même des propos suicidaires qui peuvent être banalisés. Et donc on va méconnaître, on va sous-diagnostiquer, on va passer à côté. Et donc quand même il y aurait un médecin généraliste, avec tout le respect que j'ai pour les médecins généralistes, bien loin de moi l'idée de dire qu'ils font mal leur métier. Il y a une banalisation un peu intrinsèque où on n'ose pas poser les questions, on n'ose pas aller à la pêche. C'est pas notre, on est mal à l'aise, on n'est pas formé, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire après si on nous dit voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'une phrase j'ai envie de me suicider, on va en faire quoi après, on va appeler qui, on va faire comment. Donc il y a probablement aussi on se retient un petit peu probablement d'aller un petit peu jusqu'au fond des choses, et c'est vraiment pour ça que nous, on va faire du diagnostic. On parlait de l'importance de faire le diagnostic pour faire de la prévention. Il faut aller faire le diagnostic. Et si on ne le fait pas, on ne peut pas prévenir les choses. Et Elisabeth Truxac, je vous vois tout de suite opiner du chef, donc je vais vous donner la parole. Mais effectivement, ce matin, on parlait de la dénutrition et on se dit, la personne perd du poids, elle ne mange pas, mais bon, c'est normal, elle est âgée, elle a moins d'appétit. Voilà. Là, la personne, elle ne parle pas, elle est toute seule dans son coin, mais c'est normal, après tout, elle est vieille, elle a vu personne, et c'est un effet de l'âge. Et ça, vous vous battez contre ces clichés, ça je sais. Il n'y a pas que moi, heureusement, parce que sinon je ne ferais pas grand-chose toute seule. Non, on est quand même plein de gens à aller chercher ça. C'est vrai que parfois, ça va être un diagnostic d'élimination. C'est vrai que ça ne se voit pas, on n'a pas l'oméga, on n'a pas tous les signes qu'on a chez le jeune. Par contre, ce qu'on sait très bien, c'est qu'un suicide chez l'âgé égale une réussite. Et donc cette question, est-ce que vous avez vraiment envie de vous tuer et comment ? Qu'est-ce que vous avez matérialisé est très importante à poser. Et c'est vrai que c'est une question qu'on ne nous a pas appris à la faculté et qu'on n'a pas appris à nos collègues généralistes ni aux soignants. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Et c'est une réalité. Le petit vieux dans son coin, dans la maison de retraite, ne dérange personne. D'autant qu'il ne fait pas de bruit. Il ne fait rien. Je me retourne vers vous, Cécile Hanon. Ok, vous avez des équipes d'experts qui se déploient un petit peu partout, qui vont au domicile, qui font une véritable expertise de la personne et qui vont aller diagnostiquer une dépression. So what ? Qu'est-ce que l'on fait après avec une personne de 85 ans, chez qui on a diagnostiqué une dépression? Et bien justement, on lutte contre les clichés et on se dit il y a quelque chose à faire. Et il y a évidemment qu'on peut sortir d'une dépression même à 85 ans, pour autant qu'on soit bien pris en charge, écouté, traité comme il faut, traité à la déprescription s'il faut que ce soit la déprescription, ou en tout cas la prescription à bon escient et la juste prescription. Mais bien sûr que moi... plein de patients à qui on a diagnostiqué une dépression alors qu'on était passé à côté pendant des mois, en sont sortis et en sont heureux et contents. Donc bien sûr, ça vaut le coup. Ce matin, France Mouret nous disait, mais attendez, on fait du muscle jusqu'à 100 ans. Donc, tant qu'on a une activité physique, notre corps il va continuer à produire du muscle et on va aller bien. Plaisir. Et vous nous dites à 85 ans, mais quels sont les clichés ? Allons attaquer la dépression de face. Et vous voyez des patients qui changent radicalement de comportement après avoir été soignés. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. Sinon, je changerais de métier. Enfin, je ne serais pas aussi passionnée par ce que je fais, je crois. On serait tous pareils. Non, c'est clair qu'il y a des réelles prises en charge, des réelles avancées. Et ce n'est pas rien du tout d'être déprimé. Donc, c'est une vraie maladie. Il y a une vraie prise en charge. Qu'est-ce qui fait qu'on ne repère pas aujourd'hui suffisamment bien, que ce soit dans des établissements, parce que c'est aussi une réalité, ou que ce soit à domicile, ces personnes qui sont, je veux dire, simplement, entre guillemets, déprimées? Alors, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de manque de formation, le manque de formation des soignants en général, hein, de tous les aides-soignants, infirmiers, médecins, enfin toute catégorie de soignants. Il y a vraiment un manque de formation et d'appétence aussi, de se dire est-ce que ça vaut le coup d'aller poser les questions, d'aller chercher, d'aller gratter un petit peu.
Et puis, il y a les symptômes qui sont différents. Il y a aussi une clinique très spécifique. La dépression de l'adulte âgé n'est pas la même que la dépression de l'adulte jeune. Et donc, ça, évidemment, ça a des enjeux de formation, je redis. Mais les symptômes sont plus masqués, sont plus en lien avec les expressions du corps, avec d'autres intriqués avec des troubles neurocognitifs. Donc, il y a effectivement une clinique très spécifique et très particulière. Il y a une clinique spécifique à la personne âgée. Il y a un regard spécifique qu'on a apporté, et ça c'est valable pour les soignants, toutes les personnes qui croisent la personne âgée, à commencer par l'aide à domicile ou autre, il y a un regard spécifique pour lequel il faut peut-être être formé à porter sur la personne âgée, en tout cas en avoir cette prise de conscience. Et Elisabeth Rucksack, j'étais surpris, vous dites, mais il y a aussi des soignants qui n'osent pas soigner correctement, en bonne dose, de la bonne manière, la personne âgée. Alors ça c'est quand même surprenant. Alors en fait, c'est vrai qu'on dose. Enfin, il y a quelque temps, on disait qu'il fallait donner des doses moindres, donc des doses enfants. Moi, je dis toujours qu'il faut les doses adultes. Vous avez vu des soignants qui donnent des doses enfants aux personnes âgées? En fait, des petites doses, enfin des dosettes, très homéopathiques en général, parce que ça donne des effets secondaires. Et c'est vrai que les effets secondaires, ils ont déjà une dizaine de médicaments, ils en ont déjà 4 pour le cœur, donc ça fait beaucoup. Et c'est vrai que dans la culture actuelle, on a tendance à déprescrire, et parfois pas le bon. Pour ce qui est du médicament antidépresseur, on a quand même appris beaucoup de choses et nous avons beaucoup de chance parce que nous avons beaucoup de molécules que nous pouvons donner aujourd'hui à l'âgé. Il faut savoir que l'action sera beaucoup moins rapide. Il faut être un petit peu patient. Il faudra attendre avant de monter les doses et il faudra oser être persuadé qu'on ne s'est pas trompé de diagnostic et changer de molécule, adjoindre certains anxiolytiques, même parfois puissants, pour leur permettre de passer le cap. Mais il faut vraiment être là. Ce n'est pas des consultations dans 6 mois, et avoir un lieu recours où ils peuvent exprimer ce qui se passe. Ça veut dire qu'on a quand même un système de pensée globalement, de la part des soignants et du personnel paramédical, à repenser, à réimaginer, à réinterroger là-dessus. Il faut juste une formation et puis grâce à Clariane, on va sortir une étude et je dis merci aux bonnes fées que je vois dans la salle, Thiba, Marianne. Voilà, on va sortir une étude qui sera très intéressante sur comment prévenir le suicide et la dépression et pour le tout venant. Et tous ceux qui interviennent auprès de la personne. Gabriel Robert, on parle là de patients, je veux dire quelque part, quand même, il y a eu un minimum de détection puisque les équipes mobiles arrivent à un moment. Donc, il y a une petite sonnette d'alarme qui est tirée, peut-être pas pour la bonne raison ou autre, mais n'empêche une sonnette d'alarme qui est tirée. Vous évoquez aussi des patients pour lesquels il n'y a pas de sonnette d'alarme, des patients qui se retrouvent seuls avec des troubles de santé mentale, qui pourquoi pas vont partir errer dans la rue, vont essayer de trouver des sonnettes d'alarme auprès du système social, santé ou autre, sans forcément y arriver, parce que vous nous dites que notre système de santé n'est pas habitué soit à ces personnes, soit à ces troubles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre pensée ? Oui, je faisais référence aux personnes qui avaient des troubles psychiatriques anciens, sévères et qui prennent de l'âge. Donc, par exemple, les troubles bipolaires sévères, les schizophrénies ou les alcoolodépendances sévères ou d'autres même troubles de la personnalité sévères qui, au fil du temps, en fait, vont faire le vide autour d'eux et qui vont faire le vide parce que les personnes les délaissent aussi petit à petit en raison de leurs troubles. Vont faire le vide sur le plan amical, ouais, tout à fait. Et puis après l'âge de la retraite, en fait, le travail, qui était l'un des vecteurs sociaux principaux, peut en fait partir parce que je rappelle, quand on poule toutes les maladies psychiatriques, donc pas de la dépression, pas le vague à l'âme, les maladies psychiatriques, c'est 20% de la population et ce sont des populations qui prennent de l'âge, qui avancent et qui vont arriver dans le système de santé lié à l'âge. Eh bien, pour ces patients-là, ils vont avoir, ça a été bien décrit dans des articles, il va y avoir des freins psychologiques de la part des soignants, mais également de la part des patients, des freins médico-sociaux, par exemple un manque de littératie de ce que c'est que la santé, de comment est-ce qu'on doit aller chercher des examens. Donc ça, je reprends un petit peu les termes du professeur Piot à l'instant, c'est de voir qu'en fait, le système de santé actuel en France demande une participation active du patient, et chez certaines personnes, et en fait un nombre très important, eh bien, on va manquer en fait soit de niveau de connaissance, soit de niveau de motivation. Et donc ces patients-là, ils vont être dans aucune case dans le système de santé actuel.
Est-ce que vous pouvez nous illustrer par des cas concrets un petit peu ce que vous êtes en train de nous dire, qu'on comprenne bien l'importance de la chose? Oui, ça peut être très très simple, hein. Il y a plein de professionnels de santé là liés à l'âge. Combien d'entre vous voient des patients schizophrènes qui viennent en consultation mémoire ou qui viennent faire un dépistage colorectal ou quoi que ce soit? On peut faire un bref sondage. Il y en a, mais en fait c'est assez rare. Alors après, on a tous des histoires comme ça. Moi, j'avais un patient qui en fait passait ses journées dans le CEDAS local sans parler à personne et qui en fait était un patient qui avait une schizophrénie, pas une schizophrénie dont on parle dans les médias ou à Hollywood, une schizophrénie qui n'a pas eu de décompensation sévère et qui va en fait passer entre les mailles du filet, le terme est mal employé, et qui n'est pas accompagné par le système psychiatrique. Ouais, donc il n'est pas accompagné parce que le contact se fait mal entre le patient et le système, ou le système et le patient d'ailleurs, et vous me dites qu'il y a des freins là-dessus qui existent, et le véritable risque, et vous l'avez très bien cité, c'est que ces personnes vont faire involontairement quelque part le vide autour d'elles, et là on va retomber dans d'autres difficultés plus importantes qui sont celles de la solitude totale. Il y a cette étude d'ailleurs que vous citez, qui est une étude récente de l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui nous donne le chiffre de 750 000 personnes âgées aujourd'hui en état de mort sociale. Qu'est-ce que cela vous évoque? C'est un chiffre qui est hallucinant, 750 000. Ouais, 750 000, alors il est beaucoup sujet de Toulouse, donc c'est un gros Toulouse, hein, 750 000 personnes. Donc il faut se rendre compte ce que c'est l'état de mort sociale. Alors probablement que certains d'entre vous ont entendu les podcasts à ce sujet-là, parce que ça fait pas mal de bruit quand c'est sorti cette étude des petits frères des pauvres, qui sort en fait à intervalles réguliers. Donc 750 000 personnes, il y a eu des témoignages de gens qui n'ont pas fait fonctionner leur corde vocale pendant une semaine, quoi. Donc, je sais que M. Fraisse, qui est professeur d'ORL, il faut se rendre compte de ce que ça fait, quoi, de ne pas parler pendant une semaine, le retentissement psychologique que peut avoir cet événement-là. Pierre Vandel, quel regard d'ailleurs au passage sur ce chiffre qui est terrible, 750 000 personnes en état de mort sociale en France? Oui, alors ça fait effectivement référence à la fois à l'isolement et la solitude, où très clairement, alors l'homme est un être social, on l'a tous vu avec le Covid, où cet isolement forcé a été très difficile. Et il est important, je pense, de faire la différence entre l'isolement, donc le nombre de contacts qu'on a ou qu'on n'a pas finalement, et la solitude perçue, puisque la solitude finalement, telle qu'elle est perçue par l'individu, est beaucoup plus dommageable en termes de santé que l'isolement social. On a des personnes qui sont très isolées mais qui ne se sentent pas seules, et à l'inverse, on a des personnes qui sont très entourées et qui se sentent seules. Donc c'est vraiment deux notions complémentaires mais quand même différentes qu'il est nécessaire d'avoir en tête. Et le lien social, on l'a déjà abordé à plusieurs reprises dans des autres tables rondes, est très protecteur à différents niveaux, en termes de santé mentale, mais pas uniquement. C'est important ce que vous nous dites, la différence entre isolement et solitude. C'est bien de faire le distinguo entre les deux. Le lien social est important, et aujourd'hui, l'importance de ce lien social, elle est pas mesurée, ou c'est pas inclus dans notre système de santé ou dans nos critères médicaux lorsqu'on regarde une personne, ou peu. Alors oui, il faut le questionner. On a souvent plutôt tendance à prendre en compte l'isolement, qui est quantifiable finalement, nombre de contacts, mais là encore, la qualité du contact compte. Et quand on en avait discuté, j'avais beaucoup insisté sur la nécessité, en tout cas l'importance de se préoccuper de l'autre, qui est une dimension finalement que tout un chacun peut mettre en avant. On sait faire, on sait se préoccuper de ses enfants, de ses amis, de sa famille. Donc se préoccuper de l'autre, c'est fondamental pour l'espèce humaine finalement. Et je pense qu'il faut remettre ça dans la relation qu'on peut avoir avec tout un chacun, et en particulier les personnes âgées. Et extrêmement important ce que vous êtes en train de pointer du doigt. On peut être une personne qui a peu de contact et avoir ce sentiment de solitude derrière. On peut être aussi une personne qui est, pourquoi pas d'ailleurs, en institution, donc qui va avoir beaucoup de contacts a priori toute la journée avec des soignants, avec des personnes qui l'entourent, et pourtant le sentiment de solitude est présent en raison d'un déficit de la qualité de contact.
Je voudrais, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent ici en établissement Joly, qu'est-ce que ça veut dire un déficit de la qualité de contact, alors que je vois passer des infirmières, des aides-soignantes, des gens qui rentrent dans la chambre, qui font le ménage, qui sortent, et que j'ai l'impression que cette personne, elle est au cœur de la vie. Oui, alors c'est tout à fait juste ce que vous dites. Alors les chiffres montrent que moins d'une personne isolée sur 2 éprouve de la solitude, et à l'inverse, 7 personnes qui ne sont pas seules, donc qui sont entourées, sur 10 ressentent de la solitude. Donc on voit vraiment ce décalage. Et quand je parle de la qualité de contact, c'est l'empathie, c'est d'arriver à percevoir les émotions chez les autres et de pouvoir se préoccuper de ça, de la souffrance aussi. Et là, je reviens sur une notion qui me semble importante et pour laquelle on avait voulu intituler cette table ronde santé mentale et vieillissement et pas psychiatrie et vieillissement, parce que au-delà de la pathologie psychiatrique, il y a aussi toute la dimension qualité de vie psychique. C'est pas seulement l'absence de maladie, vous voyez. Et donc cette qualité de la relation est extrêmement importante pour protéger l'autre. Pour prolonger votre propos et qu'on comprenne bien vraiment ce que vous êtes en train de nous dire, qu'est-ce que ça veut dire avoir une qualité de relation? Alors je vais prendre un exemple très concret, entre une personne aide-soignante qui va venir changer les draps d'un lit ou faire le ménage dans une chambre où il y a une personne âgée. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une relation de qualité entre ces deux personnes, ou au contraire avoir un déficit de relation, très concrètement? Alors très concrètement, c'est d'arriver à percevoir les émotions chez les autres et mettre des mots dessus. Ben, je vous sens triste ce matin, je m'inquiète pour vous, et d'arriver à verbaliser de cette façon ce qu'on perçoit va protéger la personne et va diminuer le niveau de souffrance. Et donc de pouvoir se préoccuper de la souffrance de l'autre est vraiment au cœur de la relation. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place, là aussi en termes de prévention du suicide, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment les leviers pour arriver à diminuer la souffrance. Ouais, parce qu'on peut être en souffrance sans être forcément dans une dépression au sens clinique du terme ou dans une pathologie. Oui, tout à fait. Et le risque, c'est de psychiatriser. Alors, il y a 2 risques, à la fois de ne pas reconnaître certaines pathologies, on en a discuté au début avec finalement la banalisation de certains signes et l'effet pathoplastique de l'âge. On considère que c'est normal à 85 ans d'être ralenti, de moins dormir et puis de moins manger. Si je vous dis ça pour un jeune de 20 ans, vous me dites tout de suite qu'il est malade. Donc c'est vraiment cet aspect-là. Et puis il y a aussi le risque de trop psychiatriser certaines souffrances finalement qui ne sont pas forcément liées à une pathologie dépressive ou autre pathologie psychiatrique. Ouais, Elisabeth Kuczek, je voudrais aussi vous faire rebondir là-dessus, effectivement, sur ce que nous dit Pierre Vandel. Alors, il n'y a pas que la dépression ou autre, il y a la souffrance tout simplement qui est quotidienne et qui, à force d'être intériorisée, il y a un moment, va déborder et va donner autre chose, risque de donner autre chose derrière. Et c'est pas uniquement, je veux dire, la faute ou la responsabilité du patient, c'est toutes les personnes qui sont autour de lui. Et dans les établissements dans lesquels vous vous rendez fréquemment, auprès des personnels soignants, accompagnants auxquels vous parlez, vous êtes vous aussi très attentive à la qualité de la relation qu'on va avoir. Par exemple, rentrer avec son téléphone portable, raconter sa nuit de samedi soir en même temps que je fais le lit de la personne ou autre, génial. Ça c'est terrible. Ça c'est usuel. Je fais des visites et de temps en temps j'ai une aide-soignante qui a son portable comme ça, qui est en train de parler à sa copine, qui me dit bonjour, et je lui dis mais attendez, je suis en train de parler avec mon patient, et elle continue à parler et à ranger. Je dis non. D'abord vous toquez, après vous dites bonjour au patient, et puis on discutera toutes les deux après. Mais ça arrive assez fréquemment parce qu'en fait, ils sont dans une routine. Et c'est vrai que ce temps de soin est un temps de soin qui ne coûte pas cher s'il est bien fait et il rapporte très gros, in fine. Moi, je dis toujours que cette qualité-là est un médicament en soi. Et qui ne coûte pas grand-chose. Ben, si, à la personne qui le fait. Mais en général, après, c'est gagnant-gagnant. Ouais. Cécile Hanon, il y avait cette phrase terrible que vous avez entendue de la part d'une patiente. Je ne parle plus qu'aux gens que je paye. Oui, c'est ça. Ça permet de rebondir sur la qualité de l'empathie. Ouais. Je fais beaucoup de visites à domicile et effectivement, on a ce luxe de passer du temps avec les gens, de leur parler, de s'asseoir. Voilà, on n'a pas de blues, on est sur un niveau d'un peu d'horizontalité dans la relation. On rentre dans la maison, on ouvre la porte du frigo, on voit le chat, on pose des questions sur les photos qui sont au mur. Bon, bref, il y a quelque chose qui s'installe et effectivement, une dame m'avait dit un jour, donc elle avait
beaucoup de passages, infirmiers, soignants, machin. Elle n'était pas seule. Et comme dit Pierre, elle m'a dit, mais non, mais je ne vois plus que les gens que je paye. C'est quoi voir les gens qu'on paye? C'est qui ces gens qu'on paye? C'est les gens dont le système, l'aide-soignante, la femme de ménage, voilà, les personnes qui sont des professionnels et qui, en tout cas pour cette patiente-là, n'avaient pas réussi à établir le lien qu'on imaginerait. Parce qu'en fait, quand on est médecin et qu'on dit ça serait bien qu'il y ait une infirmière qui vienne pour le médicament, pour le pansement, l'aide-soignante qui vient pour la toilette et la dame qui vient pour le ménage et l'autre qui vient pour le repas, on imagine, je pense qu'on a cet imaginaire essentiel, que ça va apporter du lien social, de la relation, rompre l'isolement, permettre aux gens de parler. Et parfois, ça se passe très bien. Parfois, c'est absolument magique et nombre d'aides-soignantes maintiennent les personnes dans une vitalité, dans une énergie vraiment intéressante et bienveillante et bénéfique. Parfois, ça ne se passe pas. Voilà. On n'est pas maître à bord de tout ce qui se passe, mais effectivement. Cette souffrance qu'on va intérioriser, puis au bout d'un moment, on va peut-être passer certains caps dans la souffrance, peut amener, il faut poser la question, à un acte mortel, au suicide des personnes âgées. Ce sont bien sûr un thème auquel vous êtes tous sensibles autour de cet âge. Et là aussi, il y a une spécificité, et le mot est mal choisi. En tout cas, il y a des critères particuliers en termes de suicide aux personnes âgées. Peut-être Cécile Hanon, dans un premier temps, déjà en termes de statistiques, en termes de manière dont on va passer à l'acte et dont c'est détecté ou pas détecté. Une des choses qui est un petit peu contre-intuitive, c'est que le suicide, c'est une pathologie qu'on pense gravissime pour les adolescents et pour les jeunes adultes, ce qui est une réalité. Mais en fait, il y a un deuxième pic de taux de suicide après 75 ans. Et ça, c'est pas quelque chose on se dit, bah non, il y a pas. Et d'ailleurs, dans les médias, on a beaucoup de campagnes si. de prévention sur le suicide chez les adolescents, notamment, et de santé mentale, mais pas chez les personnes âgées. Voilà, on se suicide beaucoup plus à l'âge avancé et de façon plus radicale et de façon plus efficace. C'est comme disait Elisabeth, un suicide une tentative de suicide égale un suicide très fréquemment. Les moyens sont beaucoup plus radicaux aussi. C'est beaucoup des précipitations. Et même dans les cages d'escalier des EHPAD, il y a des précipitations qui peuvent avoir lieu. Et puis sinon, c'est les armes à feu et des choses qui sont utilisées dans les milieux ruraux. Tout le monde a une carabine dans le garage. Donc ce sont des méthodes assez redoutables. Finalement, très peu d'intoxication médicamenteuse volontaire, comme chez les adolescents. Et puis vous me posez la question de... Comment est-ce que ça passe sous les radars? En fait, les chiffres que l'on a sur le passage à l'acte, c'est x6 ou x7 après 75 ans. Comment, sur des personnes qui sont souvent suivies par plus que d'un généraliste, des spécialistes ou autres, on arrive à les passer sous les radars? Je pense qu'on ne pose pas la question. Mais... Oui, voilà, c'est vraiment un sujet qui me préoccupe, effectivement. Le repérage n'est pas fait. Alors, on a des chiffres. 3/4 des personnes qui sont décédées par suicide depuis 75 ans avaient consulté leur médecin généraliste pour ça dans le mois précédent le décès. Donc on voit que le repérage n'est pas fait. Alors on ne pose pas la question. Pourquoi? Parce que c'est tabou? Parce que c'est tabou, parce qu'il y a ces idées reçues finalement que à l'âge avancé, c'est normal d'avoir des idées de suicide, avec cette confusion entre idées de mort et idées de suicide. C'est terrible ce que vous me dites, c'est normal d'avoir des idées de suicide à un âge avancé. Et que, comme c'est normal d'être déprimé, donc il y a vraiment ce repérage qui n'est pas fait de la même manière que dans la population d'adultes plus jeunes. Donc il y a vraiment une perte de chance par rapport à cette population, avec là aussi la question de est-ce que vous souffrez au point d'avoir des idées de suicide, qui est extrêmement difficile à poser, parce qu'une fois qu'on l'a posée, si on a une réponse oui, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a la nécessité de se former, de ne pas rester seul non plus, de pouvoir, quand on est confronté à une situation de crise suicidaire, partager avec d'autres. Alors quand on travaille en équipe, c'est assez facile. Mais quand on est seul, comme intervenant à domicile, ça peut être beaucoup plus complexe, d'où finalement un ensemble de facteurs qui expliquent ces freins. Donc il y a tout un travail de prévention suicide par rapport à cette population-là, qui est une population, comme disait Cécile, très concernée. Les taux de décès par suicide dans cette population sont le double de la population générale. Donc on est à plus de 30 pour 100 000 décès par an chez les personnes âgées. Donc
c'est vraiment une vraie préoccupation. C'est tout le travail qu'on fait avec Clariane, entre autres, que je remercie pour ces perspectives-là de repérage à la fois de la dépression et du suicide dans la population de personnes âgées en institution. Ouais, repérer, c'est-à-dire changer sa paire de lunettes sur la personne âgée, Ouais. faire tomber les clichés. Non, c'est pas normal qu'une personne soit déprimée. Non, c'est pas normal qu'elle parle à personne. Non, c'est pas normal qu'elle ait des idées suicidaires. Il y a repérer et puis après oser poser la question. Elisabeth Rucksack, je sais que vous, en consultation aujourd'hui, vous posez cette question. Ah oui, je la pose tous les jours, plusieurs fois. C'est-à-dire Je leur demande s'ils ont eu envie de mourir et comment ils voudraient mourir. Et comment s'ils ils voudraient mourir. Et comment ils ont imaginé le faire. Et ça réagit comment en face de vous quand vous posez ces Eh questions-là? bien, il y en a un qui me dit, ben oui, vous savez bien, puisque vous m'avez rattrapé, ou mon fils m'a rattrapé, donc voilà. Et puis il y en a d'autres qui disent, non, pas encore, ou d'autres qui disent, j'ai imaginé plusieurs choses. J'ai dit, ben alors on va voir les scénarios ensemble. Et puis racontez-moi. Il faut mettre des mots sur tout ça, en fait. C'est cru, ce que vous nous dites. Ah non, c'est pas cru. Enfin, je ne suis pas la seule crue. Tous mes petits camarades, dans ce cas-là, sont des cuisiniers terribles. Voilà. Et comment est-ce que l'on réagit lorsque, en consultation, on vous dit, bah oui, j'ai des pensées suicidaires, et oui, j'ai imaginé me suicider de telle manière, ce que nous dit aussi Pierre Vandal. Ok, so what, qu'est-ce qu'on fait après? On essaie de leur faire parler de leur souffrance, on leur dit qu'on les comprend, et on voit est-ce qu'il faut qu'on les hospitalise rapidement pour éviter un vrai passage à l'acte qui ne pourrait pas être géré, ou un système intermédiaire qui permettrait de rester à domicile sous surveillance et avec un traitement, et puis vérifier que le traitement n'est pas donné par quelqu'un et pas par eux-mêmes. Tout à l'heure, Cécile Hanon nous disait, mais quand on soigne la dépression, moi j'ai vu des gens formidables, je vois les gens revivre derrière, changer de comportement, se lever de leur lit, aller faire autre chose. Sur cette question, il faut poser la question du suicide. Vous constatez aussi des changements de trajectoire réellement possibles en ayant posé la question et crevé l'abcès? Attendez, allumez bien votre micro. Bien au contraire, et je pense que mes camarades ont des témoignages identiques. Moi, il y a un monsieur qui a voulu passer par la fenêtre. Enfin, on l'a rappelé. Enfin, on l'a attrapé de justesse. D'abord, on a identifié. Il y avait une dépression secondaire à des problèmes puisque sa femme était Alzheimer, et comme ça, on a identifié qu'il y avait aussi un Alzheimer dans le coin. Et puis après, on l'a traité. Et là, on est à 3 mois, et le monsieur revit. Il avait pris des mauvaises décisions parce qu'il s'était rendu compte que sa femme n'allait pas bien. Il s'était mis dans une résidence et il commençait à plus rien gérer. Et là, à un moment, il a voulu passer par la fenêtre. Et là, maintenant, avec le médecin traitant, avec la famille, on est en train de tricoter quelque chose de cohérent pour la suite, pour le couple. Il avait pris des décisions sa femme n'allait pas bien et ça revient sur lui et lui-même Voilà. est entraîné. Mais après, il peut ne pas y avoir de cause. Voilà. Juste une remarque. Ce qu'on dit souvent aux soignants, c'est quand on pose cette question crue, comme vous dites, ou cette question un peu cash, le patient se dit, mais en fait, merci de m'avoir posé la question, parce que je me sentais un peu tout seul à penser ça. Je pensais que c'était mal de penser ça. Je n'arrivais pas à imaginer que je pouvais en parler. Et vous me posez la question. C'est-à-dire que le fait de prendre les devants, ça déballonne en fait un petit peu l'espèce d'anxiété qui est derrière ça. Et donc, moi, je crois que c'est très important de dire ça aux soignants. Nous, c'est notre pain quotidien, on va dire, mais voilà, de dire aux soignants qui ne sont pas forcément acculturés aux soins psychiques et acculturés à cet accompagnement, qu'en fait, les patients, ils sont reconnaissants qu'on ait eu cette idée-là à leur place et qu'on leur permette de la verbaliser. Donc, voilà. Ça fait pas tout, mais c'est déjà Elisabeth. Et autre chose aussi, certains soignants disent après qu'on peut provoquer avec cette question le suicide. Non. Je pense qu'on est tous d'accord. Non. Donc on peut y aller. Bien sûr, il faut pas le dire avec violence parce qu'ils ressentent les choses très. Il faut être très calme, très tranquille. C'est vrai qu'il faut être en forme en général de manière globale. Mais en tout cas, on n'a pas à se culpabiliser ou se gêner de poser cette question à une personne. Vous disiez, Cécile Hanon, il y a des spécificités de la clinique de la personne âgée. Gabriel Robert, vous, dans les thématiques que vous étudiez, une de ces spécificités, c'est le rapport au corps et notamment à la douleur du corps qui va avoir des répercussions peut-être plus importantes que chez un sujet plus jeune sur l'état de santé global de la personne.
Oui, mais ça c'est un point important et notamment en lien avec la thématique des gérosciences qui nous anime aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il faut vraiment, vraiment bien comprendre, c'est que tout ce qui a été dit jusqu'ici est valable pour la santé mentale ou appelons ça même encore plus largement la vie affective. Donc quand on prend la définition de l'OMS de la bonne santé, elle inclut une bonne santé en fait aussi affective, émotionnelle, psychologique. Quand on prend les concepts de fragilité, donc qui sont à la base du programme ICOP, là maintenant il y a des données très robustes dans d'excellents journaux, Nature Medicine, donc c'est un peu de même rang que ce qui a été présenté ce matin, qui montre qu'en fait la fragilité, donc la fragilité physique, la vitesse de la marche, la force de l'appréhension d'un hand grip, va avoir des relations en fait bidirectionnelles avec la dépression. D'accord ? C'est-à-dire que être fragile physiquement, avoir des petits muscles, va engendrer une dépression. Et avoir une dépression sévère va engendrer une fonte musculaire. Et c'est ce cercle vicieux qui se met en place chez certains patients. Il y a d'autres données de la littérature qui montrent qu'on va avoir, donc qui ont été reproduites dans différentes cohortes, qui montrent qu'on va avoir une interaction entre la fragilité physique et la mauvaise santé psychologique sur l'apparition d'une démence. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que le lien, en fait, l'espèce de distinction psyché-physique qu'on crée artificiellement un peu chez la personne adulte et qu'on remet en cause, ce lien-là, il est encore plus fort en fait chez les personnes âgées. Et donc il y a chez certaines personnes en fait, probablement qu'il va y avoir une atteinte diffuse, inflammatoire, chronique, ça a été évoqué ce matin par le biais de l'obésité, par le biais des médicaments, par le biais du lifestyle, qui vont en fait venir atteindre le cerveau, et cette maladie cérébrale, en fait, elle ne va pas s'exprimer par des troubles de la mémoire, elle va s'exprimer par des troubles émotionnels. D'accord ? Un terme qui a été beaucoup employé ce matin par le professeur Velas et qui aussi est central dans le développement d'ICOP, c'est le terme de motivation. Okay ? Donc là, on voit bien, et tout le monde comprend en un quart de seconde, comment est-ce que en fait, l'état psychologique va être un facteur clé dans la mise en place d'une promotion de la santé, d'une prévention primaire, secondaire, etc. Donc on voit bien que par ce biais-là, en fait, le rapprochement entre le psychisme et le corps vraiment s'impacte, s'entrechoque dans la personne âgée, et ça, ce sont des données qui ont été données, récemment publiées par le biais de la géroscience, quoi. Les personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères, dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on regarde leur cerveau, il est substantiellement, significativement, et ça, ce sont des données vraiment reproduites, plus petit que des personnes du même âge physiologique, d'accord, du même âge chronologique, pardon, et qui vont avoir un âge physiologique beaucoup plus avancé. Donc aujourd'hui, quand on regarde les gérosciences et la psychiatrie, c'est ça qu'on voit. Donc quand on regarde l'âge physiologique des gens qui ont des troubles psychiatriques, il est beaucoup plus âgé que des personnes qui sont indemnes de troubles psychiatriques. Et est-ce que les données que vous communiquez et ce fameux rapport entre le corps et la psyché et ce cercle vicieux à casser un moment, est-ce que ces informations aujourd'hui sont assimilées par le corps soignant ? Est-ce que l'on repère suffisamment ? Lorsque l'on voit l'item santé mentale ou psychique dans ICOP, on peut se dire simplement est-ce que la personne a des rapports sociaux, est-ce qu'elle a du monde, est-ce qu'elle discute ou autre, ça peut s'arrêter là. Ce que vous nous dites là va beaucoup plus loin, et est-ce qu'aujourd'hui on est à même de détecter justement ce type de pathologie ? Alors ça bouge tout doucement, mais pendant longtemps, vous savez, dans ce type de rassemblement, on parlait un petit peu de santé mentale, de psychiatrie, c'est un peu comme l'écologie, quoi. Fallait en mettre un petit peu pour faire joli, pour être politiquement correct. Donc je ne crois pas que ce soit la démarche aujourd'hui. Donc progressivement, c'est en train d'être démontré, encore une fois je dis, par le biais des gérosciences et par le biais des marqueurs biologiques, mais il nous reste encore beaucoup de travail, que ce soit dans les laboratoires de recherche ou sur les bancs de la faculté de médecine, pour vraiment qu'on puisse naturellement demander à des personnes âgées ou pas âgées, est-ce que vous avez envie de vous suicider, et si oui, comment est-ce que vous comptez vous y prendre ?
Alors, changer complètement du suicide, parce qu'heureusement, il n'y a pas que le suicide chez les personnes âgées que vous traitez, Elisabeth Krugzak. À l'inverse, vous allez beaucoup aussi sur une donnée qui est souvent négligée, qui est la donnée de sens de la vie, qu'on a évoqué ce matin, de plaisir également. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance, soit pour les soignants, soit pour les personnes qui accompagnent, à essayer de régler ce qui va mal. Mais vous dites, chez la personne âgée, encore peut-être plus que chez les autres, il faut appuyer sur ce qui va bien ou ce qui pourrait faire que ça aille mieux. Est-ce que vous pouvez nous développer ce propos ? Oui, alors la notion de plaisir est quelque chose de totalement oublié. Et quand on arrive à la réintroduire dans nos consultations, d'abord les familles sont étonnées, les patients aussi, mais il faut bien se souvenir que c'est une émotion qui est agréable et qui est liée à la satisfaction d'un désir et qui peut être de 3 ordres. Et là, je suis un petit peu surprise parce que je vois que dans ICOP, on n'en a pas parlé. Il y a le plaisir génital, né de la rencontre des corps, et même des patients très âgés. Ça, c'est tabou aussi, comme sujet. J'ai des grandes affiches qui parlent de sexualité à l'âge avancé avec une très belle photo, et depuis, mes patients m'en parlent beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le plaisir pulsionnel avec l'odorat, ça, Cécile a fait un magnifique livre là-dessus, la vue, le toucher. Et puis, bien sûr, les plaisirs idéaux. Et les plaisirs idéaux, on a de la chance d'avoir des gens qui ont encore envie de faire des choses avec des projets. Donc moi, j'ai 3 patients qui ont fait des super bouquins malgré leurs troubles. Retravailler parfois les valeurs de la famille, du couple. Et pour ceux qui sont plus touchés, on peut aussi travailler dans les souvenirs avec l'évocation des voyages et des choses comme ça et faire des choses très sympas. Ouais, on entendait ce matin comment le grand-père de Sylvie Bonin, qui a passé sa thèse de géographie à l'âge de 100 ans, c'est ce qu'il faisait tenir et avancer et avoir toute sa tête, son corps et ses facultés. Mais vous avez vu aussi des patients âgés, relativement âgés, auxquels vous avez conseillé de partir sur des beaux projets. Vous leur demandez, parce que je pense qu'il n'y a plus grand monde qui leur demande, mais qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir ? Oui, ça, j'essaye de travailler ce qu'ils aimaient faire avant. J'ai une dame qui était chercheuse et qui était très déprimée et qui, on a fait un long travail avant qu'elle n'ait plus peur de prendre un médicament dont elle risquait d'être dépendante, n'est-ce pas ? On ne sait jamais ce qu'on risque à un certain âge. Et donc, elle a pu sortir de cette dépression et elle est repartie sur ce qu'elle aimait. Elle avait un club de copines de lecture qui s'appelait le Club Colette. Et c'est devenu un objectif et elle a commencé à s'en occuper et à reprendre une activité et une place dans la société. Puis j'ai une autre dame de 86 ans qui, elle, avait des gros troubles du comportement, c'était plus de l'ordre du paranoïaque, avec un traitement. Là, elle arrive à aller en vacances chez sa fille et à faire du scooter avec elle, avec grand plaisir pour aller à la plage. Ouais, donc 86 ans, elle est partie en scooter, si c'est ça qui vous fait Voilà. plaisir. Moi, après tout, n'ayez pas peur. J'ai des patients qui font de la plongée, qui refont des choses, en fait. Moi, je leur dis, refaites les choses que vous aimiez. Peut-être à petite échelle, peut-être doucement, mais refaites-vous plaisir. Pierre Vandel, on parle beaucoup, et c'est le thème de cette table ronde, est-ce que la santé mentale est la dimension oubliée de la personne âgée ? On parle beaucoup depuis ce matin de la création de ces lieux avec une vision à 360 de la personne en face de nous, et je sais que vous militez ardemment pour que la santé mentale ne soit pas oubliée en ces lieux, qu'elle soit vraiment partie prenante. Oui. Effectivement, je pense que c'est effectivement important. Alors, il y a plusieurs raisons, probablement, mais en tout cas, il y a vraiment cette double, voire triple stigmatisation. Cécile l'a déjà abordé. Le fait d'être âgé, souffrir d'une pathologie psychiatrique est souvent associé à une précarité financière. Donc il y a vraiment cette triple stigmatisation, mais qui finalement génère probablement chez nous, par projection, des inquiétudes, finalement des réserves pour aborder ça. C'est toujours difficile de se projeter. Logiquement, on devrait tous vieillir, en tout cas on l'espère, mais ça veut dire se projeter sur probablement ces dimensions-là, avec un agisme qui est très présent et qui est très marqué en termes de santé mentale. Donc oui, c'est une dimension à mettre en avant. Donc merci de l'avoir intégré en table ronde aujourd'hui et à mettre en avant à la fois, je pense, pour les études de soignants dès le début, mais aussi en population générale, vraiment.
Donc de pouvoir parler de ça, et c'est pas tabou. Voilà. Pouvoir en parler, c'est important. Et n'oublions pas, il y a toujours une donnée économique aussi. Il y a un coût économique. Gabriel Robert, je sais que vous savez, vous, que le coût d'une dépression, par exemple, non repérée chez une personne âgée, va avoir un coût important pour un système de santé. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est les Allemands qui ont publié là-dessus sur le coût médico-économique en fait de la dépression chez les personnes âgées. Globalement, hein, quand on regarde tout, à savoir les consommations de santé au sens large, global, en contrôlant sur les facteurs confondants, mais avec les biais, parce que c'est une étude observationnelle. Globalement, en fait, quand on a un épisode dépressif caractérisé de la personne âgée, on va coûter 3 fois plus cher à la société que quand on n'a pas d'épisode dépressif caractérisé, toute chose égale par ailleurs au niveau statistique. Donc, encore une fois, ça renforce le fait que ce soit au niveau, si vous voulez, cérébral, ou que ce soit au niveau musculaire, ou que ce soit au niveau médico-économique, en fait, l'aspect psychiatrique ou psychologique des personnes âgées, en fait, est un domaine total de la santé. Ouais. Un coût x3 si ce n'est pas détecté avant, parce qu'il y aura des médicaments, des passages aux urgences. Des médicaments, des chutes, des passages aux urgences, des traitements qui ne sont pas appropriés, et surtout des répétitions en fait, de consultations et de demandes. On arrive à l'issue de cette table ronde sur la santé mentale. Table ronde, on touche vraiment au cœur de la psyché, au cœur de ce qui fait notre humanité avec un grand H de chacun d'entre nous. J'ai envie de vous demander, puisqu'on se pose la question de savoir si c'est la dimension oubliée chez la personne âgée, on a vu à quel point chez vous ça passe quand même beaucoup sous les radars, que ce soit chez les professionnels, les soignants, ceux qui entourent la personne âgée, les institutions, ça passe, on ne le voit pas. Si je vous donne une baguette magique demain, avec la possibilité de faire une action, c'est laquelle? Entre formation, prévention, communication, je ne sais pas, je me tourne vers Pierre Vandel, je vous donne la baguette magique demain. Vous faites quoi en termes de santé mentale pour les personnes âgées et les professionnels et les familles qui les entourent? Alors j'ai réfléchi suite à la question que vous aviez posée, effectivement, et puis il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordé, qui est l'équité dans les soins, en tout cas un peu abordé par rapport à la pathologie psychiatrique. On connaît bien le retard à l'accès aux soins pour d'autres pathologies, des patients qui souffrent d'une pathologie psychiatrique. Et puis aussi ce qu'on appelle le mental health gap, c'est-à-dire la disparité entre les problématiques et les moyens nécessaires pour régler ces problématiques en termes de soins, par exemple, et les moyens alloués pour cela. Et c'est très marqué chez les personnes âgées. Alors on sait que les pathologies psychiatriques, neurologiques et les conduites addictives représentent un fardeau en termes sociétal qui est extrêmement important, et pourtant les ressources allouées pour ça sont minimes, et c'est encore plus le cas pour les personnes âgées, avec donc très peu de moyens, ou en tout cas insuffisamment par rapport à ce qui est alloué pour des personnes plus jeunes. Et donc de pouvoir ramener au niveau les ressources pour prendre en charge serait déjà, pour moi, un premier pas extrêmement important. Donc la baguette magique de Pierre Vandel fait grimper le budget de surveillance et de prise en charge de la santé mentale. Rééquilibrer le budget. Des personnes de moins de 65 ans qui souffrent d'une pathologie psychiatrique bénéficient de plus de moyens qu'une personne de plus de 65 ans. Et on le voit avec ce passage de la psychiatrie de l'adulte à la psychiatrie à la personne âgée. À quelques jours près, on passe la barrière des 65 ans, on se retrouve dans des services qui ont moins de moyens que les services de psychiatrie d'adultes. Donc, j'allais dire, c'est pas très compliqué à comprendre, non, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Et je pense que de rééquilibrer les choses pourrait être déjà un premier pas. C'est terrible ce que vous nous décrivez. En tout cas, on rééquilibre avec votre baguette magique. Alors, un deuxième vœu pour Cécile Hanon. Je vous donne la baguette magique et vous faites quoi, que ce soit en institution, à domicile, dans le système de santé, dans la formation, chez les soignants? Alors, peut-être que ma baguette magique à moi, elle serait plutôt du côté de la formation, très clairement. Alors, je vais paraphraser Antoine Piot ce matin, qui disait « D'un retard relatif, on est passé à une avancée considérable ».
Et ben moi, ça m'a fait penser, alors pas à ce que vous disiez pour le coup, mais à la reconnaissance de la psychiatrie de la personne âgée comme une surspécialité de notre discipline. En 2017, on n'existait pas. Allez, on n'existait pas, on n'était pas reconnu par la faculté, on n'était pas reconnu par l'académie, le diplôme n'existait pas, etc. Il y a eu cette avancée. Et donc maintenant, quand on est un jeune médecin interne de psychiatrie en formation, on peut choisir d'être pédopsychiatre, d'être psychiatre de l'adulte ou d'être psychiatre de la personne âgée. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui me paraissait une avancée considérable. Très clairement, les enjeux de formation, si on peut... On ne peut pas avoir que des experts, ça c'est pas possible. Donc c'est bien d'avoir des experts, mais il faut quand même qu'il y ait un peu des gens dans la vraie vie qui, voilà, on n'est pas assez nombreux, Et donc je pense que le niveau d'expertise, il est très clairement essentiel, mais il est clairement essentiel aussi que plus de personnes soient appétents, si ce n'est compétents. Et je pense que vraiment monter en appétence et monter en compétence pour cette population qui est vraiment magnifiquement vulnérable, hein, c'est souvent ce que je dis. Ben voilà, ça peut être ma baguette magique. Monter en appétence, c'est important, avoir le désir d'eux pour monter en compétence derrière. Gabriel Robert, troisième vœu avec votre baguette magique. Ouais, alors ma baguette magique, non, ce serait que la table ronde sur la santé mentale et vieillissement soit la première de la journée, quoi. Comme toujours. Non, mais ceci dit, je dis ça sur le ton de la gentille blague, mais c'est vrai que ce double agisme, enfin, ce double lié à l'âge et lié aux troubles psychiatriques, c'est d'une injustice folle, quoi. Faut vraiment le percevoir. C'est-à-dire que vous êtes atteint d'un trouble psychiatrique, vous êtes marginalisé toute votre vie, et puis quand vous arrivez à l'âge de 65-70 ans, vous avez du coup un âge physiologique beaucoup plus avancé, d'accord, à cause du lifestyle, de l'inflammation, tout ça. Et en fait, là, la société vous contraint à aller dans un établissement médico-social où la moyenne d'âge est de 90 ans, et vous êtes en total décalage, vous n'avez pas du tout de troubles cognitifs, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les patients qui souffrent de schizophrénie, quand ils prennent de l'âge, ils ont des troubles cognitifs, mais en fait, ce sont les mêmes que lorsqu'ils avaient 30 ans. Et donc, si j'avais une baguette magique, eh bien, je prolongerais la baguette de Cécile, je la ferais un petit peu plus longue et j'appellerais pour vraiment une montée en appétence parmi les établissements médico-sociaux pour ces personnes qui sont encore une fois nombreuses, qui ont un trouble psychiatrique avéré, qui prennent de l'âge et qui sont vraiment ceux qui sont laissés au bord de la route. Ce sont des troubles invisibles. Elisabeth Kruczek, quatrième baguette magique, très généreuse de cette table ronde pour que la santé mentale ne soit pas oubliée. J'hésitais à demander une Clio, mais je crois que ce n'est pas le bon endroit. Non, je plaisante. Non, je pense qu'en fait, c'est vrai que la formation, c'est essentiel. Quand on avait discuté, j'avais aussi pointé le fait que souvent, des dépressions précoces, des dépressions d'adultes n'ont pas été traitées parce que les gens n'étaient déjà pas formés à l'époque. Là, ce serait aussi très important de traiter parce qu'on voit bien qu'une première dépression peut faire le lit d'une deuxième, voire d'une bipolarité, voire plus tard de troubles des fonctions supérieures. Donc ça, c'est vrai que c'est très important. Mais c'est vrai que l'équité et l'absence de perte de chance me paraît importante. Peut-être aussi le cinquième risque serait intéressant avec une prise en charge adaptée de l'État par rapport aux institutions. Parce que on disait ce matin que certaines personnes voudraient aller en EHPAD. Alors moi, j'en vois pas. Moi, je vois souvent des gens qui ne veulent pas du tout y aller, mais j'imagine que quand on est au pied du mur, on n'arrive pas à y aller. Et que ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Il y a dans l'absolu, il y a ce qu'on raisonne et il y a ce qu'on va agir. Mais souvent, ils ne peuvent pas rentrer en EHPAD parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y rentrer. Qu'ils ont encore des enfants sur lesquels ils ne veulent pas faire peser. Et donc, peut-être une égalité de prise en charge globale avec un cinquième risque et puis des meilleurs soins. Et c'est vrai que la reconnaissance de notre spécialité est très importante. Ouais. Merci à tous les quatre qu'on peut applaudir pour cette table ronde sur la santé mentale.
pas toujours exposée, à laquelle on a voulu vraiment dans cette journée Gérosciences donner toute une parole. On a dit beaucoup de choses, on a parlé de ce cliché où c'est normal qu'une personne âgée soit déprimée, c'est normal qu'elle soit triste, c'est normal de ne pas le voir d'ailleurs, et puis éventuellement c'est normal de ne pas le soigner parce que de toute façon elle a 85 ans, qu'est-ce que ça peut lui faire de ne plus être déprimée à 85 ans? On a parlé du suicide, on a parlé du rapport entre le corps et la psyché, on a parlé de ces éléments aussi très importants qui est de la qualité de la relation que l'on peut avoir avec une personne. Oui, être vraiment attentif, oui, s'intéresser à la personne qu'on a en face de soi, lui demander comment elle va et pas être à son téléphone portable à faire autre chose pendant qu'on est dans la même pièce qu'elle. Ça interpelle beaucoup de pratiques, de nos postures, de nos prismes, de nos regards. Je vous propose de nous donner les 10 dernières minutes de cette première journée sur les Gérosciences pour poser à toutes les questions des invités. Alors, très bien, beaucoup de doigts qui arrivent. Merci beaucoup, c'était passionnant. Donc je voudrais rebondir sur, je crois que c'est Elisabeth qui a parlé de la difficulté de mettre un antidépresseur chez des personnes âgées chez lesquelles on a plutôt tendance à les enlever parce qu'ils en ont trop. Et je crois que ça rejoint pas mal la thématique de la géroscience parce que finalement, on se rend compte que je crois que c'est un tiers des plus de 75 ans qui ont un antidépresseur, non justifié pour beaucoup, et en revanche des gens qui en ont besoin qui n'en ont pas et qui ne sont pas dans les 35%. Et finalement, pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on ne sait pas faire, en fait. On ne sait pas soigner un patient polypathologique où les maladies sont intriquées. Et ça rejoint en fait le pourquoi de la géroscience, c'est-à-dire qu'on additionne des médecines d'organes de manière un peu approximative, on arrive à des résultats qui ne ressemblent à rien, qui sont catastrophiques. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je pense que c'est surtout parce qu'on n'a pas appris, on ne sait pas faire, c'est un problème de compétence en fait. Et d'ailleurs on dit souvent en gériatrie, petit diagnostic, petit traitement, vous parliez aussi des traitements sous-dosés. Donc petit diagnostic, petit traitement, voilà, on est rassuré, tout le monde est content. Tout à fait, on ne sait pas faire, mais justement, on veut bien apprendre et puis on veut bien qu'il y ait plein de jeunes qui viennent se former. Et puis on est tous là, je pense que tous mes camarades font des formations à droite à gauche. Après, on n'a que 24 heures dans nos journées, donc on fait ce qu'on peut. Mais oui, il faut informer qu'on a besoin, que la souffrance psychique existe, parce qu'en fait, c'est ça. Vieux égale pas souffrance psychique. Gabriel Robert, vous voulez compléter? Ouais, je pense que l'un des enjeux, quand même, c'est un problème de sémantique. C'est-à-dire que derrière ce terme dépression, qui est un mot valise, qui veut tout et rien dire, il y a eu un espèce de glissement en fait des pratiques. Et je jette la pierre à personne parce que c'est extrêmement difficile d'être médecin de proximité. Mais il y a eu des formes de glissement de pratiques. Et donc aujourd'hui encore, on prescrit des antidépresseurs à des gens qui pleurent. Et que ce qui est écrit partout, et ce qui est dans toutes les recommandations et dans tous les livres de médecine partout, c'est qu'en fait, on doit prescrire un traitement antidépresseur à quelqu'un qui a un épisode dépressif caractérisé. Donc ça, c'est un syndrome, donc il faut essayer d'aller le trouver, d'intensité modérée à sévère. Donc c'est ça l'AMM. Et en fait, parce que c'est difficile de poser un diagnostic de syndrome d'épisode dépressif caractérisé, on pense que c'est facile, mais non, en fait, c'est pas facile, parce que c'est encore plus difficile de le faire chez quelqu'un d'âgé, parce que c'est encore plus difficile de faire chez quelqu'un d'âgé, polypathologique, douloureux, avec des troubles cognitifs, que finalement, en fait, dans les 14 minutes, crac, on passe à l'acte, et il y a une prescription de quelque chose qui aboutit, et qui est un traitement non justifié, en disant, il est déprimé. Je retiens l'une des paroles quand même marquantes de cette table qui vient de Cécile Hanon, c'est « ça vaut le coup d'essayer ». Dans tous les cas, ça vaut le coup d'essayer. Alors, madame, et puis ensuite on aura une question là-bas. Françoise Stellenboom, présidente de l'Union des gérontopoules de voilà, France. En vous écoutant, je faisais un parallèle entre les jeunes et les personnes âgées. Pour les jeunes, on a des protocoles de développement des compétences psychosociales. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même chose pour les personnes âgées, plus ou moins âgées, et on pourrait développer ça ça se fait à l'école pour les jeunes, donc ça pourrait se faire dans des centres sociaux, des maisons de quartier, des choses comme ça. Est-ce que ça existe et est-ce que c'est possible? Alors, Pierre Vandel?
Merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est un petit peu ce que j'abordais. A priori, ça n'existe pas, en tout cas, j'en ai pas connaissance, mais ce serait extrêmement pertinent par rapport à ces compétences psychosociales dont vous parlez, qui concernent, comme je le disais, tout le monde, et de pouvoir transmettre finalement ces valeurs me semble extrêmement important, et de peut-être d'élargir... oui, d'aborder cette question de l'agisme finalement avec ces jeunes pour être extrêmement pertinent. Ouais. Cécile Hanon. C'est pas de l'agisme, ça serait donner aux personnes qui ont de l'âge et qui pourraient avoir des problématiques la possibilité de faire, le pouvoir d'agir, leur rendre leur pouvoir d'agir. Oui. C'est ça les protocoles de compétences psychosociales. On a une expérience dans un EHPAD dans lequel j'interviens, de la père aidance. Et en fait, donc c'est la père aidance. On a plutôt cette idée que les pères aidants sont plutôt des adultes jeunes. Et là, il y a une EHPAD qui a monté un groupe de pères aidants âgés qui, en fait, partagent leur expérience de leur vieillissement à eux, plus ou moins réussie, puisqu'on a les expériences de rétablissement, on peut faire le lien avec les expériences de rétablissement. Et donc, voilà, c'était assez étonnant parce qu'on se dit plutôt que la père aidance chez les personnes âgées, c'est quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Et bien, alors, à cette petite échelle loco-locale, ça fonctionne rudement bien. Encore un cliché à faire tomber. Hein. Madame. Laurence Savet, médecin MPR. On a parlé de l'isolement et des professionnels sur leur téléphone. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a une opportunité avec les outils numériques d'agir dans la lutte contre l'isolement et est-ce que ça s'est amené à se modifier dans les années prochaines avec les nouveaux usages des outils numériques chez les personnes âgées ? Alors vous êtes nombreux là à pouvoir répondre, on a le temps. Ouais, allez-y, hein. Pierre Vandel. Oui, alors je pense que là encore, on rejoint la distinction entre isolement et solitude. C'est pas parce qu'on va lutter contre l'isolement qu'on va diminuer la solitude perçue. Donc tout dépend de ce qu'on y met. Et puis quand même par rapport aux outils numériques, pour moi, il manque la dimension affective, le lien avec l'émotionnel. Et c'est ça qui est vraiment au cœur de la relation pour moi. Voilà. Cécile Hanon. Par contre, moi je pense que par rapport aux générations futures, ça n'aura rien à voir. Je pense qu'on en a déjà parlé. Les générations qui sont actuellement en EHPAD ou celles qui vont rentrer ne sont pas des générations qui ont connu, qui ont eu un smartphone à 9 ans, allez, à 15 ans dans les mains. Mais donc, il est très clair que les personnes âgées de demain n'auront absolument pas le même rapport ni aux écrans, ni à la rapidité d'information, ni au rapport à soi, ni au rapport à l'autre, le même que celui qu'on soigne aujourd'hui. Donc très clairement, ça va changer. Enfin, ça me paraît une évidence pour moi. Gabriel Robert aussi là-dessus. Oui, je pense que ça dépend de ce que vous mettez derrière le terme outils digitaux, hein, bien sûr, mais l'innovation... je ne sais plus qui a dit ça, mais ça fait toujours classe, donc je le redis. Soit on la prend par la main, soit elle nous prend à la gorge. Hein. Donc ça va être à nous, en fait, de déterminer le bon cut-off entre un truc digital, mais pas un gadget, quoi. Et donc je pense que je rejoins totalement Pierre. La question, ça va être qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce vecteur digital pour pouvoir y passer, en fait, de l'affect et du care, quoi. D'autres questions ou d'autres remarques, monsieur? Donc Philippe Nuss, psychiatre. Moi, je m'occupe essentiellement d'adolescents qui commencent des maladies mentales sévères et je me rends compte à quel point le rapport qu'ont leurs parents à la pathologie mentale est essentiel pour le développement du soin pour le jeune en question. Et là, effectivement, il m'apparaît, en vous écoutant, qu'une pédagogie auprès des enfants de ce que vit le proche âgé peut être utile dans la mesure où, dans le fond, beaucoup de symptômes que j'observe chez les jeunes sont des complexes vis-à-vis du fait de décevoir leurs parents. Et je pense que le sujet âgé peut avoir le sentiment de décevoir son enfant ou de décevoir ses proches. Et que peut-être il y a un travail à faire à l'identique de ce qu'on essaie de faire sur des groupes auprès des proches pour expliquer que le vieillissement, ce n'est pas l'affaiblissement, au sens où l'affect, lui, persiste. Et parfois, on voit les familles s'irriter
d'un amour qui ne peut plus se dire. Et je pense que parfois, ça met tout le monde mal à l'aise, à la fois la famille et à la fois la personne âgée. Voilà, c'était une remarque, je ne sais pas si elle fait sens. Est-ce que quelqu'un veut réagir, d'ailleurs, en disant il y a des parallèles entre difficultés, troubles mentaux chez l'adolescent? Il y a très clairement beaucoup de parallèles entre la psychopathologie de l'adolescent et la psychopathologie de la personne âgée. Ça, c'est sûr, en termes de transition, en termes de retournement générationnel. Et donc, effectivement, il y a... et même pour les enfants qui deviennent les aidants de leurs parents, ce qui n'est pas une position qui est naturelle. Donc, il y a vraiment des parallèles. Et alors, des tables rondes avec des pédopsies et des gérontopsies, c'est très intéressant aussi. Dernière remarque ou dernière question, s'il y en a dans la salle. Monsieur. Oui, je voulais vous demander, en fait, certains travaux, alors moi je suis biologiste, donc moi j'ai le point de vue biologiste, j'ai le point de vue de biomarqueurs circulants, et certains travaux sur lesquels j'ai pu participer, ou des collègues comme Lida Cassipardi, ont montré qu'il y avait des protéines circulantes, des hormones, telles que alpha-cloto ou GDF11, qui étaient diminuées chez les sujets âgés et qui contribuaient à la fois à la perte de la mobilité ostéo-articulaire et également entraîner une dépression chez les modèles de souris. Et donc, bien sûr, est-ce que vous avez commencé à travailler avec des biochimistes, des biologistes, pour établir des biomarqueurs et envisager potentiellement aussi, dans votre quotidien, l'utilisation de biothérapie, puisqu'il va falloir peut-être réinjecter à ces patients ou leur fournir ces protéines qui sont diminuées avec l'âge et qui contribuent à leur dépression. Merci. Gabriel Robert, peut-être, cette question des biomarqueurs. Ouais. Merci pour la question. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, sur ces aspects psychiatriques, ça reste, en fait, ce sera toujours une niche. Donc, on n'a pas énormément de données. Ce que j'ai dit tout à l'heure reste vrai aussi à l'échelle génétique, enfin épigénétique et à l'échelle transcriptomique et protéomique, c'est-à-dire qu'il y a des papiers sur des petites cohortes, mais ça a tendance à être reproduit, qui vont en fait élaborer en fait un score d'âge physiologique à la base en fait de l'agrégation, en fait, de pondération de différents marqueurs biologiques. Et si vous me challengez là comme ça, je ne serai pas en capacité de vous donner le nom des différentes protéines qui ont été incluses dans ce score d'âge physiologique. Mais ça a été démontré. Je n'ai pas à ma connaissance d'essais pour essayer de traiter en fait cet aspect de vieillissement accéléré, même si je sais que le terme est galvaudé et qu'il a été questionné ce matin, chez les patients qui souffrent de troubles psychiatriques sévères, schizophrénie et troubles bipolaires de type 1. Mais par exemple, je sais qu'il y a eu, on pense que c'est lié à un mécanisme inflammatoire de bas grade chronique, et donc il y a eu des essais thérapeutiques type aspirine dans la dépression du sujet âgé, qui a été négatif parce qu'ils ont fait ça vraiment en population générale. L'idée, c'est de stratifier aussi, d'essayer de trouver en fait quel patient a une dépression très psychiatrique, entre guillemets, liée à des événements de vie stressants, et puis d'autres personnes âgées qui ont des dépressions en fait systémiques, qui sont liées en fait à une fragilité globale du corps, notamment du cerveau, et probablement que chez ceux-ci, la taille d'effet des stratégies anti-inflammatoires serait plus importante. Voilà, on va pouvoir remercier nos 4 intervenants sur cette table ronde sur la santé mentale. Merci à vous de vos témoignages.